Bonsoir à tous et bienvenue dans nos émissions dédiées à votre orientation, les Job Guessers. Vous connaissez maintenant le concept, chaque mercredi, nous abordons un sujet d'orientation avec deux professionnels à distance et dans notre studio lyonnais, deux lycéens qui vont essayer d'échanger avec ces deux professionnels à distance sur donc un sujet d'orientation. Ce soir, on parle d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment bien s'entourer? Comment bien se former? Comment bien se financer? Essayons de casser un petit peu les clichés autour de tout ça. Et pour ce faire, en fait, on reçoit donc deux lycéens. D'abord Rémi. Bonsoir Rémi. Je te laisse te Bonsoir. présenter vite fait. Je m'appelle Rémi, je suis en terminale du coup au lycée en général. En spécialité, j'ai maths et SVT. J'aimerais bien aller en commerce, surtout faire un parcours d'entrepreneuriat. Eh bah parfait, t'es tombé à la bonne porte. Et on a également Constance. Bonsoir Constance. Je te laisse te Bonsoir. présenter également. Oui, je m'appelle Constance, j'ai 16 ans, je suis en première. J'ai en spécialité maths, économie et anglais. Et j'aimerais soit me tourner vers des études de commerce, soit me tourner vers des études de droit. Très bien. Donc le principe de l'émission, première partie avec un jeu de questions-réponses. Vous allez poser des questions d'abord à Cédric, puis à Loïc, nos deux intervenants qui sont à distance, qui vont bientôt apparaître. Et puis ensuite, on fera une conversation tous ensemble, un peu à bâton rompu. Je rappelle que pendant toute l'émission, vous pouvez poser vos questions en direct. Une équipe de modérateurs est là pour vous y répondre en temps réel. Alors surtout, n'hésitez pas. Notre premier intervenant, c'est Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et notre deuxième intervenant, c'est Loïc. Bonsoir Loïc, merci à vous aussi. Bonsoir. Alors, Bonjour. on commence tout de suite dans le vif du sujet. Vous deux en studio avec moi, je vous laisse poser des questions. D'abord à Cédric, une dizaine, douzaine, histoire que vous essayiez de trouver son job. Allez-y. Cédric, pour commencer, avez-vous plutôt fait des études courtes ou longues? J'ai deux études longues, hein. Je suis en école de commerce à ISG, donc c'est bac plus 5. Ok. Et est-ce que l'entrepreneuriat a toujours été une envie chez vous ou au début vous vouliez faire un autre type de métier? J'ai fait d'autres types de métiers. Je travaillé en entreprise pendant 5 ans à peu près. Et suite à mon expérience qui était plutôt orientée internationale, j'ai souhaité me lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'après vous, quelle serait la qualité principale pour être entrepreneur? Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, patient et persévérant. Et dans quel domaine est votre entreprise? Je suis dans le monde du vin. Ok. Euh, oula. Quelles étaient vos matières qui vous ont le plus servi pendant votre cursus scolaire dans votre métier actuel? C'était essentiellement tout ce qui était orienté sur le commerce international en école de commerce. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument faire des études de commerce pour devenir entrepreneur ou on peut faire des études autres? Alors pas nécessairement, et souvent ce qu'on dit c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est bien de ne pas être seul, mais c'est bien d'avoir des complémentarités. Donc s'il y en a un qui a plus la fibre commerciale, c'est bien qu'il y ait un autre qui soit plus fibre ingénieur ou fibre, je sais pas, enfin, voilà, différente, de manière à ce que il y ait des complémentarités et qu'il y ait une espèce d'émulation entre les dirigeants et entre les cofondateurs. D'accord. Une autre question, vous êtes plutôt dans un métier de terrain ou de bureau? Euh, un peu les deux. Dans mon métier, enfin moi j'ai une spécialité, c'est qu'on est très très orienté à l'international et du coup on se déplace souvent sur des salons, sur des foires internationales, etc. Donc voilà, il y a une partie où on bûche sur toutes les problématiques industrielles et une partie sur lesquelles on fait du commercial essentiellement international. Et là on se déplace. Et vous êtes combien dans votre... Enfin, vous aviez été combien pour créer votre entreprise Alors en en fait tout? j'étais seul pour créer l'entreprise et après j'ai pu lever des fonds et donc je suis employé d'une petite équipe et voilà, on a une dizaine d'associés. Après on a sous-traité une bonne partie de nos besoins en personnel. Ok. Votre entreprise est arrivée d'une problématique que vous avez eue durant votre vie ou juste d'une idée comme ça que vous avez eue? Un peu des deux, c'est pas tant une problématique qu'une idée qui m'est venue quand j'étais à l'étranger et que j'ai souhaité démarrer en France.
Alors, est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce vers quoi il tend? Bah, du coup, je pense que c'est plus. Enfin, il a dit vers le vin, mais Mhm. après. Euh, je sais pas vraiment. Déjà, Cédric, vous êtes dans la production ou dans la commercialisation du vin? Je suis plutôt dans la commercialisation. Ok. Je- Du coup, vous êtes en relation avec des producteurs et c'est vous qui allez être chargé peut-être de vendre ça à la fois sur le marché français et international? C'est un petit peu ça. Et tout en étant un côté innovant, en fait, enfin, il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu original? Ouais, on a une caractéristique très innovante. D'accord. Bah, peut-être en France, on sait qu'on est un berceau un peu du vin dans le monde. Les plus beaux vins viennent de chez nous. Mais, euh, mais du coup, c'est surtout ça, votre métier, c'est d'apporter le savoir-faire français à l'étranger, à l'international, du coup. Pas vraiment, non. Ok. Constance, est-ce que tu aurais une idée? Hmm, bah, je pense que ça peut être la vente en ligne. Je pense peut-être du vin. Je sais pas. Non, c'est beaucoup plus innovant que ça. Oui. Imaginons innovation en vente d'alcool, de vin en l'occurrence. Vous faites que du vin français, Cédric? On fait essentiellement du vin français. On a déjà fait des vins espagnols et italiens, mais la Ok. plus grande partie des vins qu'on commercialise, c'est des vins français. Ouais. Donc qu'est-ce qui pourrait être innovant sur le marché du vin qu'on ne connaît pas déjà, qui nécessiterait justement une nouvelle société, un entrepreneur derrière pour créer tout ça selon vous? Pas d'idée? Bonne Bah, question. pas d'idée, pas d'idée, hein. Ah. Du coup, je vous laisse présenter à la fois votre poste exact et puis ce que vous faites exactement dans cette société. D'accord, je suis le dirigeant de Star Beverage, qui est une société qui conditionne du vin en canette. Hmm, Ah oui. quand même. Quelque chose d'innovant auquel on n'aurait Ah pas oui. pensé. Ok, parfait. Bon, alors du coup, maintenant, on va passer avec Loïc. Même petit jeu de questions-réponses. Vous posez des questions essayant de deviner. Alors, bien sûr, lui aussi est entrepreneur puisque c'est la thématique de ce soir. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Quel est le but de sa boîte? Ok. Ok? Ok. Bah, du coup, Loïc, quelle est votre journée type en tant qu'entrepreneur dans votre société? Alors ma journée type, c'est très vaste et chaque jour est un jour différent. Ok. Et quel type d'études vous avez fait? Alors moi j'ai fait bac plus 5, donc sup info, école d'informatique. Vous êtes devenu entrepreneur plutôt par opportunité ou vous avez ça dans l'esprit des beaucoup plus jeunes? Alors moi j'ai toujours été entrepreneur, j'ai remonté ma première structure quand j'étais encore étudiant. Et le domaine, enfin, quel est le domaine de votre entreprise, justement? L'informatique. Est-ce que votre entreprise répond à une problématique exacte et si c'est le cas, pourriez-vous nous la dire? Vous pouvez répéter la question, pardon? Est-ce que votre entreprise répond à une problématique précise Oui, et du coup à laquelle oui, serait-elle? et en fait la problématique elle diffère en fonction des clients. Ok. Ok. Euh, euh, j'ai j'ai un bug. C'est une boîte dans l'informatique. Donc là aussi, vous êtes plus dans le service que dans la production de hardware. On est d'accord? Oui, Ok. dans le service, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme une boîte dans les services de l'IT? Mm, mm, Hmm. Ça répond à des nouveaux besoins qui sont arrivés durant ces dernières années ou c'était quand même une problématique qui était là depuis un certain temps? Je pense que c'est des problématiques qui évoluent en fonction du temps et donc qui créent du nouveau besoin. Ok. Hmm. Est-ce que votre entreprise a un rapport de proche ou de loin avec les intelligences artificielles ou pas du tout? C'est probable. Ça se rapproche. Ça en fait partie, Ok. on va dire. Bah, si vous bûchez, hein, c'est pas grave, hein. Bon, du coup, je vous laisse présenter votre intitulé, vous aussi, et puis le domaine d'action dans lequel vous exercez. Alors, je suis directeur associé au sein d'un cabinet de transformation numérique qui est Adéquati.
Donc on est basé à Paris, mais on est présent dans 3 pays. Donc la France, la Tunisie et l'île Maurice. Et on a fait une forte croissance, puisqu'aujourd'hui on compte 80 collaborateurs. La structure existe depuis 2 ans et demi. Et on intervient du coup chez nos clients, notamment dans le retail, comme par exemple chez Conforama, L'Oréal, But, mais également dans tout ce qui va être banque et assurance, comme BPI, Covea, etc. Et donc pour vous faire simple, grosso modo, on accompagne sur leurs gros projets de transformation numérique, on les accompagne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de ressources, que ce soit des développeurs, des chefs de projet, des ingénieurs, vraiment tous les métiers de l'informatique. Ces ressources-là, ils ne peuvent pas les embaucher parce que quand le projet se termine, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils sont obligés de s'en séparer. Et donc, ils font appel à des cabinets de conseil comme les nôtres. Et donc, du coup, nos collaborateurs travaillent chez nos clients pour des missions qui peuvent aller de 6 mois, 1 an, 2 ans, le temps du projet. Ok, très Voilà. bien. Donc du coup, ce qui est intéressant avec ces deux profils, c'est qu'on en a un qui est dans le dans le secteur industriel, notamment l'agro, en mettant en canette un nouveau conditionnement pour le vin, et on a un deuxième entrepreneur qui lui est plus axé sur les services, sur les secteurs du tertiaire. Avant qu'on commence la conversation avec nos deux participants ce soir, j'aurais voulu évoquer avec vous, enfin que vous me disiez, quand je vous dis le mot entrepreneur, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous imaginez derrière ce mot valise? Moi, honnêtement, j'imagine du coup quelqu'un qui va créer une entreprise, qui a une idée déjà de base et qui va tout mettre en œuvre pour que son entreprise prenne forme. Évidemment, il faut trouver les fonds et les investisseurs qui peuvent nous aider. Donc pour toi, c'est à la fois quelqu'un qui a l'idée et qui en plus sait la mettre en exergue, en pratico-pratique, C'est ça. mettre en place tout ça. Ouais. Toi, Rémi, tu l'envisageais comment? Du coup, c'est quelqu'un qui entreprend Ouais. principalement à cause d'une problématique qui est arrivée soit dans son milieu professionnel ou dans sa vie de tous les jours, et qui développe quelque chose, un moyen pour répondre à cette problématique, avec du coup l'arrivée des investisseurs et essayer de mettre en place à plus grosse échelle la réponse à cette problématique. Ok. Donc pour toi, le cœur de tout ça, ça serait vraiment l'innovation, répondre à une problématique et avoir une solution innovante. C'est ça. Ok. Tous les deux, Cédric et Loïc, fort de ce que nous disent nos deux jeunes avec nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée que entrepreneur égale innovant? Moi, je suis carrément d'accord. Ouais. C'est toujours ça mon quotidien. Je pense que c'est aussi toutes les notions de liberté, de pouvoir être son propre patron, de pouvoir vraiment maîtriser son temps comme on en a envie, de ne pas compter ses heures et d'être sûr du fruit de son travail. Et puis en même temps, une problématique de conquête. En ce qui nous concerne, on essaye vraiment de grossir, de toucher de nouveaux territoires et de nouveaux consommateurs. Je pense que c'est un petit peu le cas de Loïc aussi, quand il dit qu'il est déjà sur 3 pays en 2 ans, quoi. Loïc, vous Exactement. confirmez? Ouais, tout part d'une innovation Si, pour vous, d'une bonne idée. Si on prend l'exemple justement des nearshore, merci d'en avoir parlé, en fait ça répond à une vraie problématique qui est en fait la pénurie des profils informatiques qu'il y a aujourd'hui en France. Et donc du coup, aller les chercher à l'étranger, les faire travailler depuis l'étranger directement pour nos clients français, c'est à la fois du coup la résolution de la problématique de la pénurie, et en plus ça permet d'optimiser les coûts opérationnels, notamment dans les pays où la vie est moins chère. D'accord. Donc justement, en fait, c'est une question qu'on a abordée un tout petit peu pendant les questions-réponses pour deviner vos deux professions respectives. Selon vous, quelles sont les compétences absolument primordiales pour monter sa boîte? Est-ce que c'est un esprit d'entreprendre, mais ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire savoir porter des responsabilités tout seul, travailler dur, avoir des financements déjà, peut-être qu'il y a une question de capitaux initiaux. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des projets. Il y a des Mhm. projets qui demandent vraiment des fonds importants parce qu'on sait qu'on ne va pas gagner d'argent tout de suite et du coup, il faut avoir un petit peu de surface financière. Donc, ça peut passer par du love money ou des investisseurs externes. Après, ça peut être aussi des négociations avec des clients, c'est-à-dire des précommandes qui permettent d'autofinancer le projet. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il y a des cas de figure où ça peut se présenter où la solution sans avoir besoin de lever les fonds, mais régulièrement, quand on a envie de se développer vite et qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent au début et que par contre le projet
est prometteur, ça peut être la bonne solution d'ouvrir son capital et de chercher des fonds externes. Et du coup, pour prendre votre exemple particulier, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à se dire, je vais vendre du vin en canette? Parce que c'est vrai que pour les Français, ça fait sourire. J'ai habité 5 ans au Japon Ouais. et c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois des vins en canette australiens. Et si au début ça m'a paru super bizarre, le fait de les voir surlinéaires d'une année après l'autre m'a convaincu que si les Australiens y arrivaient, il n'y avait pas de raison que les Français n'y arrivent pas. Et fort de ce constat, je suis revenu en France et bon, je n'ai pas immédiatement lancé la société, mais à l'opportunité d'une rencontre avec un vigneron qui était un petit peu atypique, on a décidé de se lancer. Donc c'était en 2013, il y a 10 ans, et aujourd'hui on commercialise dans plusieurs pays. Oui, parce que Et on vous, au voit départ, vous n'êtes pas que du tout de près ou de loin dans dans le milieu viticole. exactement. Moi, la Ok. seule expérience que j'ai avec le vin, c'est mon expérience de consommateur. Bon, voilà, j'aime boire du vin, enfin, je suis un peu pas de moins d'expert. Et par contre, le fait d'avoir voyagé, d'avoir vu des nouveaux us et coutumes, m'a incité à sortir un petit peu du cadre franco-français et se dire que bah, si les vins français sont connus, il n'y a pas de raison pour laquelle ils ne pourraient pas se vendre dans un positionnement un petit peu innovant, surtout dans des pays où on n'est pas producteur de vin, typiquement le Japon, les États-Unis à l'époque, même si maintenant les États-Unis commencent à produire beaucoup de vin, mais voilà, c'est des pays où on a une culture moins concentrée sur la bouteille et le bouchon et un peu plus ouvert d'esprit, quoi. Donc ça veut dire que dès le départ, vous avez envisagé votre société comme étant tournée vers l'international. Clairement, enfin, si je devais me baser uniquement sur les ventes en France, on aurait coulé depuis longtemps. D'accord. Très bien. Et vous, Loïc, en fait, vous pourrez nous expliquer rapidement, bien sûr, mais la genèse en fait de la création de votre entreprise? Alors moi, initialement, bah, du coup, je suis d'un cursus informatique, donc Mhm. bac+5, école d'informatique. J'étais plutôt destiné à un métier plutôt orienté technique. J'ai notamment bah, fait mes stages de fin d'année, etc., dans des métiers techniques, comme des métiers de développeur, etc. Et en fait, à l'issue de l'école, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce que je ne travaillerais pas plutôt sur une partie commerciale, comprendre un petit peu ce que c'est les SS2I, comment fonctionne le business en fait de l'informatique. Et donc j'ai fait 2 ans en tant qu'ingénieur d'affaires dans une société de service où j'ai rencontré mon associé, Anthony Sfez, et puis qui est lui d'un parcours plutôt école de commerce, etc. Et donc qui a fait la complémentarité et qui fait notre force aujourd'hui et qui a permis de créer Adéquati. Et donc voilà, donc moi je suis pas du tout d'un cursus commerce et pourtant je suis quand même sur un métier qui est quand même plutôt commercial. Mhm. Mais ça me donne comme une force d'avoir ce background du métier informatique. Parce que quand je discute avec mes clients, j'ai une approche qui est un peu moins commerciale et qui est plus technique. On parle un peu le même langage et je pense que ça me donne une force. Oui, parce que tous les deux, depuis le départ, en fait, vous insistez sur le fait d'avoir une solution innovante, que ce soit un service ou un produit, mais qu'après, il faut savoir le vendre. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment, en fait, bah, c'est le nerf de la guerre, tout simplement. Ça, c'est quelque chose que vous avez appris sur le tas ou pendant vos études, en fait, on vous a déjà un peu sensibilisé à comment, si ce n'est vendre un produit, mais en tout cas déjà comment monter sa boîte. Alors, en ce qui me concerne, bon, je fais une école de commerce, donc j'ai un peu D'accord. été initié à ça, dans le cadre de mes stages notamment. Après, moi j'ai déjà travaillé avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, hein. Je suis pas parti de. Je l'ai pas fait juste après être diplômé. Donc ça m'a permis de voir comment on fonctionne dans une entreprise plus structurée, quels sont les avantages, les inconvénients, et voir comment les gens se comportent, notamment au niveau commercial. Donc j'ai essayé de prendre les meilleures bonnes pratiques de Hmm. ce que j'ai vu dans notre société pour les appliquer dans la mienne, quoi. Très bien. Et vous, Loïc, vous disiez que vous aviez déjà monté votre première société alors que vous étiez encore étudiant. C'est Tout à quoi fait, en qui fait, vous a motivé? oui. Alors du coup, effectivement, ça s'est substitué un petit peu au job étudiant. Et j'ai vite compris qu'en fait, sans une réelle expérience professionnelle dans le métier en question, il est très difficile en fait de pouvoir scale et pouvoir vraiment développer et de Oui, comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et donc voilà, très bien. Du coup, tous les deux, je vous pense que c'est aviez... important. Tout à fait. Toi, Rémi, tu disais que tu serais éventuellement intéressé par l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu imaginais monter ta propre société. Ouais, vraiment, c'est ce que je veux faire. Mais d'ailleurs, j'avais deux, trois questions. Je t'en prie. Tout d'abord, on parle souvent, durant nos années en école de commerce principalement, qu'il faille faire beaucoup d'alternance. Mais du coup, faire de l'alternance avec des entrepreneurs, c'est pas un peu plus compliqué, un peu plus délicat que faire de l'alternance avec des managers ou.
des catégories comme ça? Alternance, c'est bien parce que ça donne ça apprend à travailler en équipe, ça apprend à travailler dans une société, ça apprend à, voilà, respecter ses supérieurs, etc. Ça donne un espèce de cadre qui pourra servir toute la vie. Je dis pas que c'est que positif, il y a des fois des aspects négatifs aussi, mais voilà, c'est une première expérience avec le monde de l'entreprise, donc c'est important de le faire. Moi, je trouve ça assez positif. Ouais. Constance, est-ce que tu avais peut-être une question? Moi, je pense, enfin, j'ai une question, c'est est-ce que vous pensez que c'est important de travailler en équipe si on veut créer une vraie boîte ou est-ce que si vraiment on sent que on a envie de le faire seul et que on ne pense pas qu'on ait quelqu'un qui pourrait vraiment nous compléter, on pourrait le faire entièrement seul. Moi, je peux répondre. Euh, Comme je disais au début, quand on crée une société, c'est bien d'avoir des complémentarités avec d'autres profils. Donc, soit on est plusieurs cofondateurs, soit on peut être seul, mais dans ce cas-là, ce qui est pas mal, c'est de se faire accompagner dans le cadre d'un réseau. Il y en a un auquel je pense spontanément, c'est le réseau Entreprendre, qui est partout en France et qui permet de challenger son projet, d'avoir un mentor qui va vous accompagner, et même une espèce de bourse d'accompagnement pour avoir un petit amorçage financier. Donc, que ce soit ce réseau-là ou alors les pépinières d'entreprise, des choses comme ça permet de ne pas être tout seul, parce que c'est un petit peu le piège. Même si on a son projet et qu'on développe seul, c'est bien d'être entouré de gens qui font pas forcément la même chose, mais qui ont les mêmes problématiques, que ce soit financières, logistiques, etc. Ok. Et cet organisme, en fait, est vraiment là pour vous accompagner avec chacun son domaine d'expertise, l'un dans le financement, l'autre dans les ressources humaines, un troisième dans l'administratif, par exemple. C'est ça, Ok. ils challengent les projets et puis en fonction des problématiques que l'entrepreneur rencontre, bah, il va essayer de mettre en relation avec des partenaires, des experts en fait, qui vont aider à comprendre les problématiques et éventuellement les résoudre. Très bien. Moi, j'avais une question en fait qui nous a été beaucoup posée en préparant l'émission, c'était la question de l'argent, des financements. Est-ce que on est obligé d'avoir une petite fortune personnelle pour lancer sa propre boîte? Non, Ouais. Allez-y, Loïc, je vous en je parle en prie. connaissance je parle en connaissance de cause parce qu'on est parti vraiment de zéro de zéro. Ouais. Et évidemment, c'est toujours problématique quand on a des clients qui nous payent à 45 jours fin de mois, c'est-à-dire 60 jours, quand c'est pas 70 ou 75 quand ils sont en retard de paiement, et qu'il faut payer ses salariés à la fin du mois. Donc évidemment, il y a un delta de trésorerie qu'il faut pouvoir assumer. Et ça, c'est pas évident. Et en général, quand on débute et qu'on ne connaît pas très bien le banquier, etc., il a vraiment beaucoup de mal à financer de la trésorerie. Mm. Donc je ne sais pas si, s'il a eu le même problème. Sylvain, c'est ça? Cédric. Cédric. Le Cédric, deuxième pardon. intervenant, c'est Cédric. Mais du coup, par exemple, Cédric, vous qui êtes plus dans la production, en fait, ça nécessite, on imagine des machines-outils, pardon. Ça veut dire que vous avez eu besoin d'un gros financement au départ pour vous lancer? Ouais, enfin, on a fait appel à de la sous-traitance au tout début et assez rapidement on a réalisé que si on voulait être maître chez nous, pouvoir faire des commandes comme on avait envie sans Mm. avoir à subir des minimums de commandes, etc., on devait avoir notre propre outil. Et c'est vrai que là, le banquier en l'occurrence nous a accompagnés dans le cadre d'un crédit bail qui nous a permis de financer les machines de conditionnement. Mm. Ça me paraît, ouais, ça me paraît indispensable pour être vraiment fort dans son industrie. Après, on peut aussi sous-traiter, ça dépend vraiment des produits. Nous, on a une problématique un peu particulière parce que c'est du vin et les canettes dans le vin, bah, c'était nouveau et du coup, il fallait un process un peu particulier avec de l'azote, des choses qu'on ne fait pas du tout avec ce qu'on met habituellement dans des canettes, comme les sodas ou la bière. Donc voilà, on avait besoin vraiment d'un outil spécifique et on a su convaincre notre banquier de nous accompagner sur le financement Ce cette ligne, projet. quoi. Mais vous, au départ, concrètement, vous avez dû mettre des billes personnellement ou même pas? Au tout début, oui, hein, j'avais un petit peu d'argent personnel, mais Ok. comme ce que j'expliquais juste avant, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir un peu d'amorçage. Ça peut être 20, 30 000 euros, des choses comme ça. Ok. Encore une fois, ça dépend du projet. Peut-être Bien qu'un sûr. projet 30 000 euros, ça permet de payer un jour de développement et du coup, c'est pas assez. Mm, Et mm. puis, il y a des projets pour lesquels c'est possible. Il y a des projets pour lesquels on peut faire des précommandes auprès des clients. Alors,
voilà, c'est vraiment du cas par cas. Bien C'est sûr. pareil, si on a un carnet de commandes déjà rempli avant même de commencer, c'est plus facile d'aller voir son banquier en lui expliquant que voilà, on a besoin d'amorçage, d'un découvert autorisé exceptionnel, des choses comme ça, quoi. Mm, mm. Enfin, on va quand même le dire à tous les jeunes qui nous regardent et qui aimeraient montrer leur boîte, ce genre de situation se présente assez rarement. J'ai pas dit que c'était simple, j'ai dit que chaque cas était différent. Alors d'ailleurs, justement, en fait, moi je voulais savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer vos propres sociétés, en fait, c'est le quoi? L'envie de liberté, même si c'est une liberté qui a quand même un coût hein, en termes de stress et tout ça, c'est pas sans ressort. Qu'est-ce qui vous a motivé à monter votre propre société et non pas travailler en tant que salarié, où le statut est quand même beaucoup plus sécure, beaucoup plus oui, serein, quoi. En ce qui me concerne, Parce j'ai fait que 5 ah, ans d'expérience au Japon dans un environnement très très intense, parce que les Japonais travaillent beaucoup, donc au bout de 5 ans, j'avais vraiment envie de liberté. Mhm. Et donc l'opportunité qui s'est présentée a fait que voilà, je me suis jeté dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des moments de stress et de solitude quand on est entrepreneur et qu'on ressent forcément beaucoup moins quand on est simplement employé ou on peut, entre guillemets, débrayer à 17 heures. Voilà. Mhm. Enfin, je caricature un peu, Oui, mais c'est vrai mais aussi, ouais. Et vous, Loïc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? alors la première chose, c'est que je pense que c'est quand on est entrepreneur, ça, on l'a un petit peu dans le cœur parce que c'est quelque chose qui est un peu moteur Ouais. dans notre vie. On a toujours envie d'entreprendre, etc. Je sais si demain, pour X ou Y raison, je travaille plus avec Adéquati ou on a vendu ou autre, je sais que je remonterai des projets parce qu'en fait, quand on a l'âme d'un entrepreneur, c'est quelque chose qui est moteur pour nous. Et je pense que tout part aussi d'une opportunité à un moment donné, Ouais. un premier client, un premier projet, et qui en fait est l'exemple des projets qui vont se dupliquer par la suite. Et je pense que c'est vraiment de là que ça part. Mais justement, vous disiez, on a l'âme d'un entrepreneur, mais c'est quoi l'âme d'un entrepreneur? C'est le goût du risque, c'est la soif de liberté, ne surtout pas avoir de patron. Je pense que c'est le fait d'être très curieux sur tous les sujets, de vouloir comprendre vraiment tous les process et comment ça fonctionne, et Hmm. de vouloir le réaliser en fait et être fier de ses réalisations. Je pense que ça passe par là. Et, euh, et voilà, je Ok. pense que c'est important. Et quand on se lève le matin et que on travaille sur des projets qu'on a montés toutes pièces et qu'on en est fier, je pense que c'est vraiment motivant. Ouais. Alors après, tous les deux, en plus, vous connaissez un certain succès dans votre activité, donc c'est vrai que c'est très positif et très motivant. Mais imaginons que vous connaissiez un échec, parce que ça peut arriver, beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte, évidemment. Du coup, c'est pas démoralisant, on n'a pas envie, au contraire, d'aller se blottir dans un CDI beaucoup plus simple? Bah, je pense que Non? si on le fait, c'est qu'on n'est pas entrepreneur, parce qu'au final, justement, prendre des coups, c'est ce qui nous renforce, et on se dit, ben, où est-ce que ça a bloqué, où est-ce que ça a été problématique, et comment on peut l'améliorer. Hmm. Et derrière, après, bah, on s'améliore, et c'est ça qui fait que tous les jours, on est meilleur, de plus en plus performant, en fait. Ouais. J'avais une question Et je parle en également. connaissance de Ouais. cause, juste une petite parenthèse, je parle en connaissance de cause parce que j'ai monté ma première structure quand j'étais étudiant, en troisième année. Hmm. J'ai monté une agence digitale, c'est bien, on était très bien, c'était avec un associé qui était dans ma classe. On était techniquement, on était très fort, mais justement, en fait, j'avais pas eu cette expérience de commerce qui fait que bah, la difficulté, c'était d'aller chercher des clients. Oui. Et ne serait-ce que prendre son téléphone, être à l'aise à prospecter, etc., c'est pas quelque chose d'évident et d'inné, surtout quand on vient d'un profil plutôt technique où justement on est vraiment en relation avec des machines, quand bah, faut prendre son téléphone, démarcher, trouver des solutions pour trouver des Hmm. clients. En fait, ça c'est vraiment un déclic que j'ai eu sur mon expérience sur la partie commerciale Très et qui bien. est très important. Justement, vous faites une parfaite transition, parce que c'était ma prochaine question. En fait, est-ce que c'est difficile de monter sa société? Et vous deux, précisément, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Peut-être commençons par Cédric. créer une société, c'est pas très compliqué. C'est assez Administrativement, non. plaisir. Mais du coup, j'imagine qu'il y a quand même quelques obstacles. Bah, à part administratif, il y a pas réellement d'obstacle. Enfin, je veux Ah dire, bon. on peut démarrer assez rapidement. On peut même démarrer avant même de créer la société. Donc voilà, faut avoir un espèce de proof of concept qui fonctionne et ça permet voilà, d'être plus confiant quand on dit, on lance officiellement le projet, on lance la société. Ça se voit régulièrement aussi.
Et vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières lors de la première ou les 2 premières années? Bah, les problématiques. Non, enfin, j'ai envie de dire, c'est la vie d'une entreprise, ça Ouais. s'arrête vraiment jamais. Je crois on est conditionné à ça, donc on fait même plus attention. Mais c'est pas des problématiques, enfin, c'est pas des problématiques de monter sa boîte, c'est des problématiques de gérer sa boîte au quotidien avec on est chef d'orchestre, on doit s'occuper de la compta, en même temps de la vente, en même temps de la logistique, en même temps des achats, enfin voilà, donc c'est un petit peu ça qui est déroutant parce que on s'arrête jamais quoi. Mais sinon c'est excitant et c'est ce qui fait qu'on se lève le matin avec la banane en disant on va continuer quoi. Très bien. Et vous, Loïc, est-ce qu'il y a peut-être des obstacles que vous avez affrontés auxquels vous attendiez peut-être pas? Plein, c'est ça toute la journée. Mais évidemment, c'est pas un choix facile d'être entrepreneur. C'est résoudre des problèmes toute la journée, trouver des solutions. Mm. Mais c'est aussi ça qu'on aime en fait quand on est entrepreneur, je pense. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie Mm. et c'est un mode de vie plus qu'un métier en fait. Je pense Ouais. ça rentre vraiment dans le. C'est-à-dire on est en vacances, il y a quelque chose à gérer, on le gère quand même. Enfin, je veux dire, on coupe pas quand on part du bureau. Ouais. Ça c'est difficile à couper. Bien sûr. Tous les deux, en fait, par rapport à tout ce qui a été dit avec Loïc et Cédric, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? Ça correspond un peu à ce que vous attendiez, à ce que vous imaginiez, pardon, cette prise de risque, même ce goût du risque, le fait de jamais pouvoir déconnecter réellement, puisque sa boîte, il faut quand même la gérer même quand on est en vacances. Ouais, ben moi j'avais déjà cette image-là d'un entrepreneur type. Mm. Ça me choque pas plus que ça ce qu'ils disent. D'accord. Bon, très bien, on les a pas découragés, c'est une bonne nouvelle. Mais après, j'avais une petite question. Je t'en prie, Rémi. C'est si vous avez un conseil à donner à un jeune qui vient de finir ses études en école de commerce et qui veut se lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, lequel serait-il? Si je peux commencer, je pense que la chose primordiale, c'est vendre. Organiser, créer le produit magnifique, c'est bien, mais si on y passe 2 ans et qu'au final, au bout des 2 ans, on se rend compte qu'on n'arrive pas à le vendre, ça sert à rien. Mm. Et je pense que la priorité, c'est vendre, 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 et après on s'organise. Ok. Pour compléter, ouais, je pense que c'est essentiel et effectivement bien connaître son marché. Pas y aller tête baissée en disant j'ai un super produit, ça va marcher tout seul. C'est bien d'identifier quels sont les acteurs du marché et éventuellement avoir déjà. La télé s'est coupée. Quand je te dis viens, ça veut dire viens. La télé a coupé. Ça fait 35 secondes qu'on a un petit message, dit attention, ça va couper. Les aléas du direct. Hein. Il pensait que je voulais qu'on voit ma tête. Non, j'en ai rien à faire de voir ma tête. Est-ce que vous nous entendez à nouveau, Loïc et Cédric? On a eu une petite coupure. Enfin, moi je vous entends. Parfait. Désolé, mais la télé avait coupé le retour, donc on vous voyait pas, on vous entendait plus. Je suis navré. Vous disiez, pardon? Je crois que c'était. Je sais pas, est-ce que ça s'est arrêté? Ah, c'était à Cédric. C'était à Cédric, effectivement. Ouais, donc D'accord. c'était juste important de vendre et qu'effectivement, avant de se lancer, il faut bien connaître son marché et aussi identifier déjà un premier client potentiel, de manière à avoir des espèces de précommandes ou des engagements de commandes, de manière à être plus serein dans le lancement de la société, quoi. Ok. Parfait. Du coup, on avait quelques questions en fait de la part des internautes qui nous regardent en direct et j'aurais voulu vous les poser pour terminer l'émission. La première en fait qui nous a été beaucoup posée, c'était à partir de quand votre boîte respective a été rentable? Est-ce que vous avez réussi à vous dégager un salaire tout de suite? Moi, la réponse est non. Pas tout de suite, en tout cas. Je pense qu'il a fallu 2-3 ans pour que voilà, on puisse rentrer dans nos frais de fonctionnement et qu'on puisse commencer à dégager du salaire. Et 2-3 ans, c'est un délai normal pour acquérir une rentabilité dans une société? Bah, encore une fois, on est sur un métier industriel, Oui. donc c'est compliqué, on a des frais fixes assez lourds, etc. Dans les services, c'est probablement différent. Loïc, pour vous, ça s'est passé comment? Donc c'est à peu près la même chose, donc, à moins que nous, elle a été rentable dès le départ. En revanche, pareil, on ne s'est pas payé et ça a mis un peu de temps avant qu'on puisse se rémunérer. Ok. Donc quand même, c'est quelque Parce que, chose qu'il évidemment, faut prendre en compte, hein. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la trésorerie. Oui. Du coup, la solution qu'on avait trouvée, nous, au départ, pour compléter ces 2 mois de différence de trésorerie,
c'était en fait de commencer à prendre des indépendants plutôt que des salariés et de les payer au moment où on est payé par le client. Voilà, parce qu'entrepreneur, c'est aussi trouver des solutions, essayer de se débrouiller. Nous, on a fait ce choix-là plutôt que d'ouvrir notre capital. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est content. Après, c'est vrai que nous, on a un métier qui nous le permet. Il y a d'autres entreprises qui peuvent pas. Parce qu'évidemment, quand il y a des machines, il y a des choses comme ça, bah, c'est des choses la solution, il n'y en a pas, quoi. Faut l'acheter. Très bien. Donc, Une autre question qui a été beaucoup posée à vous deux, en fait, qu'est-ce qui est le plus compliqué en tant que dirigeant au quotidien? C'est quoi? C'est les ressources humaines, c'est trouver des financements, c'est trouver des clients, trouver des collaborateurs? J'ai trouvé le temps pour faire tout ça, en fait. Ah oui, c'est une bonne réponse. Et vous, Loïc, qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile? alors, deux choses. Le côté humain, parce qu'évidemment, nous, dans notre métier, en tout cas, on gère de la ressource humaine, donc c'est le cœur de notre métier, en fait. Donc, c'est gérer toutes les problématiques liées à l'humain. Mmh. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'aller chercher des nouveaux clients, parce que c'est pas évident. Quand on a juste son téléphone, on essaie de se débrouiller pour trouver des numéros et aller chercher des nouveaux clients. Je pense que ça, c'est un vrai challenge, et c'est pas évident. Ok. Selon vous, est-il important, avant de se lancer à temps plein dans son activité d'indépendant, d'avoir un filet de sécurité, comme un emploi ou avoir un petit pécule, un petit matelas? C'est mieux de l'avoir, mais c'est pas le problème de l'entrepreneur. L'idée, c'est vraiment de se lancer et de tenir bon. Donc, je sais pas, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend de ces situations. Si on peut se passer de payer un loyer pendant quelques mois, le temps que l'aventure démarre. Après, c'est du système D, quoi. Il y en a qui mangent des pâtes pendant des mois. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il peut, quoi. Après, si ça démarre tout de suite, tant mieux, mais en règle générale, dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai une règle, c'est tout prend toujours beaucoup plus de temps que ce qui était prévu. Donc, Ouais. voilà. C'est bien de le dire comme ça, effectivement. Pas tabler sur 6 mois pour une tâche qui dure 6 semaines, oui, c'est pas mal, effectivement. Et une dernière question, selon vous, est-ce que tous les secteurs d'activité sont concernés par éventuellement l'entrepreneuriat? Je pense que oui. Enfin, du moment qu'on a une bonne idée et qu'on a la volonté de faire les choses un petit peu différemment des autres, mieux ou différemment, ça donne l'opportunité de créer une société, de différencier, de briller et de conquérir de nouveaux marchés. Pour vous aussi, Loïc, en fait, même s'attaquer à Microsoft, ça vous ferait pas peur? Je pense que Microsoft ne consomme pas beaucoup de prestations de services, mais je pense que plutôt les collaborateurs courent pour se faire embaucher chez Microsoft plutôt que de passer par des sociétés de services. Donc oui, évidemment, dans tous les secteurs d'activité, il y a des besoins, et qui dit besoin dit qu'il peut y avoir du service, et donc de la création de sociétés pour rendre ces services-là. Voilà, c'est problématique. Parfait. Du coup, Rémi, Constance, est-ce que vous aviez une dernière petite remarque, une dernière question? Moi, j'en ai une. Je t'en prie. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une vie familiale au milieu de tant de travail d'entrepreneur, en fait? C'est assez dur de gérer les deux parce que on pense société, enfin, voilà, on est complètement intoxiqué par la société et du coup on devient un peu toxique pour les gens autour de nous, quoi. Ils nous prennent un peu pour un ovni, ils ont normalement un boulot assez millimétré et du coup voilà, on s'arrête jamais. Je pense que c'est super important de prendre un petit peu de recul et de savoir dire stop de temps en temps et de prendre du temps pour soi et sa famille parce que c'est une condition sine qua non pour durer. Sinon on peut aller en burn-out ou des choses plus gênantes au niveau familial. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'intelligence de dire stop de temps en temps, de faire un break et de se poser un petit peu, quoi. Très bien. Rémi, Mais du peut-être? coup, pour qu'une entreprise fonctionne vraiment bien, est-ce que l'originalité, ça serait pas la clé? Je pense que ça en fait partie, mais c'est pas que la clé. Parce qu'évidemment, on peut être original et mal faire son travail. Je pense que c'est un ensemble de plein de choses. Et faut être original et bien faire son travail. Ok.
Voilà, avoir une solution innovante et être méthodique et en plus savoir s'organiser. Enfin, faut Pas toutes facile. les compétences quoi, en fait. Ok, super. Eh bien, parfait. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé un petit peu sur ces questions d'entrepreneuriat. Merci à vous deux, Rémi et Constance, d'avoir été avec nous pour participer à cette émission. On vous remercie. Chaque semaine, vous êtes plus nombreux et on vous en remercie encore. Et on vous dit à la semaine prochaine sur un tout nouveau sujet. Ça sera le gaming et la création. Bonne semaine à tous. Au revoir.